Bienvenue à tous et à toutes sur la BDR TV. Dans cette chaleur. Dans cette fournaise. Parce que, et je sais que pour beaucoup c'est compliqué. Moi je vis au ralenti. Et on a vu donc un film avec Nicolas Cage. Il faut savoir que Raven me tannait pour aller voir des films avec Nicolas Cage. Et celui-là, on l'a vu. Mais je vais laisser d'abord Raven vous présenter. Donc réalisé, bon, un talent en or massif comme tu l'as dit, réalisé par Tom Gormican. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a fait, mais on va aller voir tout de suite. Rien de bien important. Voilà. Scénarisé par Tom Gormican lui-même, Kevin Etten qui a fait, à mon avis, pas grand-chose d'intéressant, je pense. Réalisateur, donc, Wokaloki, je connais pas ça. Acteur, ok. Donc, c'est quelqu'un qui a bossé dans la série, quoi. Ouais, beaucoup sur il a travaillé sur Scrubs, la saison 9. Desperate Housewife, Ed aussi. Ouais, ça peut être, c'est intéressant, mais c'est pas fou. On va voir pourquoi, d'ailleurs. Avec Nicolas Cage dans le rôle de Nicolas Cage, alias Nick. Pedro Pascal dans le rôle de Rafi. Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lilo Mochin, Sharon Hogan, Ike, alors je pense que c'est Ike ou Ike, oui, Barry Noltz et Neil Patrick Harris. Ah, c'est pas le gars qui joue dans Oh I Met Your Mother? Si. Voilà. Donc j'ai pas fait non, mais tranquille. Les images, mais je vais chercher pendant que tu fais le pitch. Le synopsis. Donc Nicolas Cage, vous l'avez tous connu dans Volte-Face ou encore The Rock, le film avec Sean Connery. C'est un acteur qui était très en vue dans les ailes de l'enfer. Il y a même Snake Eyes. Voilà, 60 secondes chrono. C'est un acteur qui était très très en vue dans les années 90, début 2000, qui était l'un des acteurs, voilà, du film d'action, belle gueule. Et il est un peu tombé en désuétude par la suite. Comme l'a déjà dit plein de fois Raven, il a eu des soucis de sous. Et il a un peu joué, il s'est endetté. Et il a accepté tous les projets qui arrivaient. Voilà, il a un peu pris tout et n'importe quoi, ce qui fait que vous pouvez voir, il a une sacrée filmographie, il a joué dans pas mal de films, dont un qu'on a filmé il y a peut-être 2 mois, qui était un film qui est fait par Sonocion. Ouais. Donc là, ce film-là, même ils en ont parlé dans les médias, comme un film qui était intelligent et intéressant et qui faisait renaître le mythe de Nicolas Cage. Alors, Raven a attendu ce moment-là pendant des années, je pense que des années on l'a moqué, on l'a trollé systématiquement sur Nicolas Cage et il restait stoïque, il disait vous pouvez pas comprendre, vous savez pas que c'est un très excellent acteur. J'étais pas le seul, il y avait beaucoup il y a de gens, beaucoup de gens qui sont fans de lui et d'ailleurs le film joue là-dessus et Raven vous avancera souvent cet argument. Oui, mais il a eu un Oscar. Alors c'est vrai. Voilà. Donc, et il a été nommé pas mal de fois. Alors le film, donc on parle de Nicolas Cage qui est justement le film s'ouvre sur Nicolas Cage qui cherche un travail d'acteur et qui vous avez cette espèce de film méta où il échange avec quelqu'un sur un rôle qu'il aimerait avoir et excuse-moi, je me suis un peu trop décalé. Pas grave. Et suite à ça, il a quand même besoin de sous, le Nicolas Cage. Et on remarque qu'il y a il a des problèmes aussi liés à sa propre famille, c'est-à-dire qu'il est divorcé à ce moment-là, il vit plus avec sa femme, il se partage la garde de la fille, puis bon, il fait une projection de ce qu'il est lui en tant qu'acteur sur sa fille, donc les relations avec sa fille sont très compliquées, et son agent, donc qui est le gars qui joue dans Oh I Met Your Mother, vient lui proposer un contrat très, enfin, qui coûte de l'oseille, qui lui rapporte de l'argent, qui lui rapporte énormément d'argent, et ce contrat, en fait, ce serait presque un contrat, enfin, il faut qu'il fasse don de sa présence lors d'un anniversaire. Je crois l'anniversaire, c'est ça, ouais. Lors d'un anniversaire et c'est très bien payé. D'un milliardaire qui est russe. Je crois que c'est d'un milliardaire russe. Non, c'est pas espagnol. Ah, espagnol. C'est un milliardaire. Oui, un milliardaire espagnol. Alors, il pinaille, mais finalement, voilà, vous allez voir qu'au niveau du film. Alors, je crois que c'est pour 1 million. Ouais, c'est pour très très cher. Ouais. C'est vraiment hors de prix, quoi. C'est-à-dire que il ne coûtait plus ce prix-là depuis longtemps. Et donc, il accepte cette oseille et il va directement, donc, à cet anniversaire, un peu pas convaincu de ce qu'il va faire ou de ce qu'il va vivre. Il se voit un peu comme, voilà, l'espèce de il a un ego surdimensionné. Il a un ego surdimensionné. Et en fait, je peux pas trop en dire, malheureusement, maintenant ça va s'arrêter, parce que ça c'est au début du film. Il y a quelque chose qui se cache derrière cette invitation. Il y a le personnage de Javi,
qui est génial. Formidable. Et les deux se répondent Pedro extrêmement Pascal, bien. En fait, ça va être l'histoire de la naissance d'une rencontre entre deux personnages différents dans leur époque en tant qu'acteurs, donc dans la réalité, donc celle que vous connaissez aujourd'hui, pas celle qu'ils ont cassée en devenant des acteurs, et différents aussi d'un point de vue social et d'un point de vue humain, qui vont se rencontrer et qui vont discuter de leurs divergences et de leur point de vue sur qui doit être Nicolas Cage. Et je vais pas aller plus loin. Le film après part en 7 dessus. C'est-à-dire que dans un film, vous avez 3 films. C'est ça, un peu Vous avez un peu un film d'auteur, un peu un film suspense, un peu un film drôle, en gros, comédie, et un peu un film d'action. Sur le papier, normalement, c'est ça, et il est très méta. Bah, c'est normal, il est méta, ça parle de Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage, quoi, déjà. Mais ils te le disent au début du film, ça va être un film qui pour moi au final ne l'est pas vraiment. En fait, c'est un melting pot de plein de genres qui ne fonctionnent pas du tout. Mais en fait, on va dire que ce projet-là était annoncé il y a longtemps. Tu m'en avais parlé à la BDR TV de la première saison. Et du fait que Nicolas Cage allait jouer son propre rôle et tout ça. Donc on attendait ce film-là depuis un petit moment, surtout les gens qui aiment Nicolas Cage, qui aiment voir les films de Nicolas Cage, et que dernièrement, ça fait quelques années que Nicolas Cage ça y est, il a remboursé ses dettes. Donc il doit plus d'argent. Mais il commence maintenant à choisir les projets où il veut travailler. Et c'est souvent des projets de films de genre ou d'auteurs qui sont plutôt intéressants. Dernièrement, il a joué dans Pic, qui était assez fou. Ou alors, le projet de Sonosion, si vous voulez voir, on a le débriefing qui est sur notre chaîne YouTube, qui est un rendez-vous manqué. Mais il y avait quand même le Mandy ou le Color Out of Space qui est disponible sur Amazon. Qui, je vous encourage à aller voir, c'est inspiré d'une nouvelle de Lovecraft qui est super intéressant. Lovecraft qui est né le 15 mars. D'accord. Voilà, et en fait on attendait ça, et pour ma part c'est une désillusion, le film est un petit peu il est drôle, il est pas bien fait. En fait le problème c'est que Nicolas Cage, t'as rigolé tout le film? J'ai rigolé, j'ai pas dit qu'il était pas drôle, j'ai rigolé, mais dans le fond en fait, le fond est mal amené, mal construit. Nicolas Cage, non, je l'ai pas. Je voulais le revoir. Pardon de te couper, mais je voulais le revoir, mais au final, j'ai repensé au film et je me suis dit non, en fait, c'est une mauvaise idée, parce que si j'allais le revoir, je pense que j'allais encore plus le détester. Mais Nicolas Cage est connu pour jouer intensément dans les films, de s'investir à fond dans les rôles. C'est ça sa force en fait. Et n'importe quel film que vous allez voir de lui, même si c'est une vieille série B de VOD, il va s'investir dans le rôle. Et c'est ça qui est intéressant avec Nicolas Cage, tu vois. Et c'est pour ça qu'on regarde ces petites VOD qui sortent par-ci par-là, tu vois. Parce que même si le film est nul, tu sais que l'acting de Nicolas Cage, il va pouvoir... En fait, son truc à lui, c'est que qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de ce rôle-là. Il le dit dans le film, d'ailleurs. Et vu que c'est Nicolas Cage... il peut tirer sur la corde. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans ces petites VOD de merde, là, même si les films sont nazes, enfin pas tous, mais dans l'ensemble, c'est là que je parle vraiment de son époque VOD ou direct ou vidéo, vraiment. Pas la fin, donc les films que j'ai cités, mais vraiment dans son gros package où vous allez voir des films où déjà à la jaquette tu vois que c'est un truc générique où tu vois c'est un peu pété du cul, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Nicolas Cage en tire en tant qu'acteur, tu vois, avec son jeu d'acteur dedans. Et c'est ça qui est super intéressant. Et là, on l'a pas, ça, en fait, parce que je pense qu'il est bridé par le fait que il doit jouer Nicolas Cage, tu vois. Et en fait, Nicolas Cage ne sait pas jouer Nicolas Cage. Non. Tu vois. Pardonnez-moi, excusez-moi, tu dis de la merde. Si, moi je te. Non, moi je te dis. En fait, tout le long du film, mais je trouve qu'il y a un fond dedans. Oui, il a un fond dedans, mais tu sens que par moment il est bridé et que ça aurait pu aller plus loin, mais ça y est pas allé. Ça y est pas allé. Et après, je me suis renseigné sur le film. Faut savoir qu'il y a eu des problèmes de production, des problèmes sur le scénario avec les producteurs qui ont quand même charcuté des trucs. D'accord. Et que Nicolas Cage a donné des trucs sur le scénario qui n'ont pas été pris en compte. Alors, Nicolas Cage, à un moment, a un double. Donc, c'est ce qu'on voit, je crois que c'est ici. Ah oui. C'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Raven Captain. Non, mais ça... non, mais arrête. T'es de mauvaise foi, quand même. Ça, c'est cool. Ça, c'est génial. Mais c'est utilisé
deux fois dans le film, et au début, à la fin, c'est pas réutilisé. C'est dommage parce que c'était une putain d'idée, quoi. C'était génial. Et là, c'est ce moment-là où on voulait la folie de jeu d'acteur de Nicolas Cage. Elle y est. Elle y est, mais putain, moi je te montre des films où ça, Nicolas Cage, c'est pratiquement ça pendant tout le long du film. Oui, et mais c'est ça qu'on veut, tu vois. Est-ce que ce film-là, pourquoi tu le compares du coup aux autres films de Nicolas Cage? Parce que, par rapport à l'histoire qu'il te raconte et ce qu'il te donne. Mais justement, par rapport à l'histoire, ce qu'il te raconte. Donc, il te raconte l'histoire de Nicolas Cage, le pourquoi il est un petit peu moqué, le pourquoi on utilise des mèmes de lui sur Internet. D'ailleurs, il y a des mèmes qui sont droppés comme ça. Alors, toi, tu les connais pas, mais le truc à la fin où il parle des abeilles. Non, mais c'était super lourd parce que en fait, c'est un mème de Wicker Man, The Wicker Man, qui est super connu quand tu connais Nicolas Cage. Et en fait, c'est droppé comme ça, sans fond, sans implication, sans rien, juste pour en mode, un peu comme dans Spider-Man, en mode, tu sais, où ils se pointent tous les trois, tu vois. Genre, tu sais, t'as vu le mème de Spider-Man, on l'a fait dans le film, t'as vu, c'est trop bien. Là, c'est exactement la même chose, tu vois. Vous avez vu ce mème-là qui est super. On l'a fait, quand même, on l'a fait, on l'a mis, non, moi, je suis pas là, ça, je suis en train de défendre ton acteur, là, tu me fais chier. En fait, voilà, c'est parce que, en fait, je pense que ce film a plu parce que les gens n'ont pas regardé des films, n'ont pas suivi Nicolas Cage durant toute sa carrière. Non, parce qu'il est nul. Non, il n'est pas nul. Et là, ce film le démontre un peu qu'il n'est pas nul. Non, il n'est pas nul. Le film n'est pas nul. Mais t'es un ouf, il est génial le film. il est pas mal, mais en fait, le problème, c'est que ça va pas assez loin. En fait, il te propose des trucs sans aller plus loin dans son concept. Moi, je trouve, moi, je trouve, alors justement, avec les acteurs que t'as, et surtout, comment ça doit être dur de faire en sorte que le film, par rapport à tout ce qu'il traite et de la manière dont il les traite, ça aille loin. Alors, l'idée que t'as dit là, oui, d'accord, j'aurais bien voulu qu'il la développe, ou en tous les cas, qu'il la réutilise plusieurs fois dans le film. Mais honnêtement, je n'ai pas l'habitude, quand je vais au cinéma avec toi, c'est rare qu'on tombe sur... Alors, ça se ressemble pas. Je l'aurais mis sur le même niveau qu'un Quentin Dupieux. C'est un peu un ovni. Ouais, je vois ce que je vois. C'est un peu un ovni. C'est un peu un truc où, à des moments, je savais plus ce que je regardais. Mais je savais ce que je regardais, mais je comprenais plus où ça allait parce que ça allait partout. Il y a eu des moments, mon gars, je pense que c'est un peu ça son erreur, le fait de vouloir aller partout et faire plein de genres différents, aller partout, et ça dessert son propos parce qu'il y a des personnages comme ceux du FBI qui passent en second plan et dont on n'a rien à foutre, quoi. Non, parce que moi, il m'intéresse pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre Javi et Nick. Voilà, mais... Même la mère et la fille, limite, c'est anecdotique, j'en ai rien à foutre. Ouais, voilà, mais c'est le souci, en fait, c'est le souci que... Moi, la relation entre les deux personnages, comme t'as dit, Ravia et Nick, est intéressante au long du film, sauf que c'est pas non plus que ça le film, il y a plein de trucs autour, tu vois, et si t'enlèves tout le truc autour, ton film il fait 25 minutes, tu vois. Tu trouves? Ah bah oui, parce que tout le truc autour, tu vois, il y a plein de trucs de sous-entendus avec les gens du FBI, avec sa famille, sa fille et sa femme, tu vois, des trucs comme ça qui est intéressantes, enfin même les sur le papier intéressante, mais qui est pas développée. Les quiproquos, enfin moi le film il m'a pris. Il y a des trucs drôles. T'as eu des fous rires. Il y a des trucs drôles dedans, mais je t'ai même vu faire ça, c'est génial dans la salle en montrant ton doigt quand tu fais ça là. Il y a des trucs, il y a même des trucs. Bon, on va passer à la réalisation après, mais pour le scénario, il y a des trucs qui sont intéressants, qui sont bien trouvés, mais c'est amené sans être développé. C'est posé là et on n'y revient plus, en fait. Et c'est compliqué, et c'est pour ça que, en fait, je pense que les gens ont beaucoup trop survendu le film, et je pense que c'est des gens qui n'ont pas suivi... Alors, c'est pas, je vais pas leur dire c'est pas bien de pas avoir suivi Nicolas Cage, tu vois. Je comprends pourquoi t'as pas suivi Nicolas Cage, tu vois. Même nous à des moments on a fait oh mec là nous ça nous faisait marrer et c'était cool parce qu'on savait que Nicolas Cage était un putain d'acteur et que il était un peu dans le fond, tu vois, et qu'il fallait qu'il se relève. Là maintenant il se relève, mais c'est que dommage que dans la pente où il commence à se relever, où il commence à avoir des films qui sont vraiment intéressants, d'auteurs qui sont vraiment bien construits ou de genres qui sont vraiment cool, qui fasse ce film-là, qui est vraiment enfin, il est pas au top, c'est vraiment la moyenne, quoi. C'est bien, mais voilà, comme je t'ai dit, je retournerai pas le voir, et je pense que je le reverrai pas, tu vois, parce que c'est bien, mais le délire, juste pense, quand le pitch est sorti, Nicolas Cage va jouer Nicolas Cage. Tu fais, oh putain, l'ego du type, tu vois, mais oui, justement, c'est ça qu'on veut, mais ça on le ressent pas dans le film. On ressent pas le fait, putain, mais il a un ego surdimensionné. Alors, un petit peu dans le film, tu vois, dans le début, quand... il veut se faire l'amour à lui-même, je crois. C'est ça, voilà. Alors, ça, c'est trop bien, mais plus de ça.
plus de ça. On est là pour voir Nicolas Cage, clairement. Et comme je te dis, là, le réalisateur en est passé. Je t'ai montré, le réalisateur, ouais, il a rien fait de machin. Parce que déjà, niveau réalisation... Alors, parlons de la réal. C'est plat. Tu trouves? C'est plat. Moi, alors, il y a deux, trois trucs qui sont intéressants. Non, il y a des plans. Ce plan-là. Il n'y a pas que ce plan-là, il y a des plans qui sont vraiment cool. Pas beaucoup. Les scènes d'action a pu la merde. Je pense qu'à la fin, je me demande si c'est pas voulu. Non, il faut arrêter avec ça. Non, alors là, je suis désolé de te dire. Non, mais là, je suis désolé de te dire que là, tu fais vraiment aucun effort. Mais vraiment aucun effort. Les scènes d'action me dit pas qu'à la fin, c'est travaillé pour que ce soit haletant. Parce que ça ne marche jamais. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis ça. Mais pour moi, c'est fait exprès. Je suis pas d'accord. Moi, je pense quand que tu vois vraiment... le film avant et que tu vois ces scènes d'action là, pour moi c'était surtout à la fin comment ça se termine. Pour moi c'était oui, non mais c'est ça. C'était vraiment accessoire. Tu peux faire en mode pas haletant, mais bien te filmer le truc. Je veux bien que tu fais ouais, c'est pas le temps parce que machin, mais alors déjà c'est un peu un mode ouais, dans les films de Nicolas Cage l'action elle est pas haletante tout machin. Bah, qui t'aide déjà parce que t'as fait 3 films, enfin arrête de me faire chier, tu vois. Donc je veux bien, mais filme ta caméra filme tes plans d'action, quoi. Fais quelque chose avec, au lieu de nous faire un bouilli où t'as des trucs cutés partout, des explosions qui partent par là, c'est pété du cul. Il y a une scène, cette scène-là, en fait, c'est pas une action, mais elle est vraiment pas mal, avec en fait, c'est un plan séquence qui tourne où il bouge les murs et en fait il y a une salle qui arrive là, c'est génial et il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes dans la réalisation, quoi. Même avec la piscine quand ils sautent dedans, oui, tu vois il y a des trucs mais cool. même la fusillade vers la fin là, tu vois, où ils sont les deux, tu vois, où ils courent vers la Jeep, tu vois, ça c'est cool aussi, tu vois. Ouais, même au début quand il y a l'échange avec le réalisateur et qui il fait le machin, c'est génial. Il y a des trucs le cool. fait que ça se réponde avec la scène de fin, il y a vraiment des trucs au niveau réalisation, c'est pas ouf, on n'est pas sur une masterclass. Mais c'est ça le problème. C'est cool. C'est que c'est vraiment moyen. C'est pas ça en vrai c'est sorti au cinéma, mais je le mets au même niveau que les DTV qui sont sortis de lui, quoi. C'est vraiment alors et en plus même je le mettrais même moins bas parce qu'il y a des DTV de lui, des films qui sont moyens où son jeu d'acteur est formidable. Genre allez voir Mom and Dad sur Netflix, son jeu d'acteur sur Mom and Dad. C'est le film où ça s'inverse avec les enfants et les... il est incroyable. Là c'est un Nicolas Cage en sous-régime, en fait. Tu sens qu'il est bridé et tu sais que ça se débloque pas, tu sais. Ouais. C'est un truc où tu sais t'as le cran d'arrêt, mais le cran d'arrêt il veut pas partir, tu vois. Et il reste comme ça. Donc il y a des moments où t'as des sautes, mais ça part pas plus haut, tu vois. Et c'est ça le problème. Et après bon, tout le truc des fans, alors il y a des trucs de fan service que j'ai aimé, je vais pas le cacher, tu vois. Les flingues, tu vois, juste ça, c'était drôle. Mais tous les trucs qui répondaient aux mèmes et tout machin, j'ai fait ouais bah. C'est juste pour les foutre là, quoi. T'as rien construit avec. Ouais, mais t'es obligé de faire du fanservice parce qu'il y a des gens qui ont construit une mythologie autour de Nicolas Cage. Il y a un truc. Et d'ailleurs, le premier plan du film s'ouvre là-dessus. Oui. Voilà, sur ce qu'est la légende qu'il a constituée dans les années 90, c'est l'effet qu'il a fait à une génération. Mais ce premier plan du film, moi, je l'adore. Et en plus, les personnages qui regardent ce truc-là, c'est trop cool, quoi, tu vois. Genre, parce que t'as un petit écho après, tu vois. Mais après, c'est encore une fois, justement, ce premier plan-là n'est pas bossé, n'est pas développé par rapport à quand on va revoir ce personnage-là dans le film, tu vois. C'est pas assez bossé, il était là, en fait. En fait, tu nous ouvres dans une scène qui est intéressante, qui est cool, tu vois, elle est vraiment cool, pour après nous l'abandonner, et c'est ce que je dis, en fait, il nous met des trucs, mais il nous le développe pas, il nous le met là, et vas-y, c'est bon. Tu vois. Et c'est ça tout le long du film. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment des bonnes idées. L'idée du musée, c'est génial, quoi. Elle est un petit peu développée, mais ça va pas plus loin, quoi. Elle est réutilisée en plus, tu vois. Et même Ravi, il est chaud, tu vois. Alors ouais, et voilà, c'est ce que je voulais parler. Pedro Pascal vole la vedette de Nicolas Cage. Pour moi. Un excellent acteur. On le savait déjà qu'il était excellent. Dans Narcos, mais là, il m'a tué. Là, il lui vole la vedette, alors que non, tu vois. Ça devrait pas être ça, putain. Après, c'est difficile de trouver l'équilibre parce que c'est deux bons acteurs. C'est difficile de trouver un équilibre. C'est dur quand ça se répond correctement et qu'il n'y en a pas un. Il y a des scènes où ça marche quand même. Ouais, il y a des scènes où ça celle-là, en l'occurrence, ça marche très bien. Celle-là ou celle dans la voiture. Oui. Ah, celle dans la voiture. Il y a une scène dans le film, on vous la raconte pas, mais il y a une scène dans le film, elle est incroyable. What the fuck, du début à la fin. Ouais, elle est géniale. Mais tellement, pour moi, tu vois, en parlant de réal, bah, tu vois, cette scène-là, elle est bien pensée. Oui, elle est amenée là, tu sais pas pourquoi. Il y a des trucs qui sont intéressants. Donc, en fait, tu vois, pour moi, c'est un film
Pourtant, encore une fois, je suis pas furieux du Nicolas Cage, de Nicolas Cage, mais j'ai pas, ça c'est la chaleur. Il fait chaud de ouf. J'ai pas été mécontent de cette expérience que tu me faisais vivre, parce que du coup, là, pour le coup, j'accepte, et c'est vraiment cool. Moi, je suis content de ce film. Même là, après. Tant mieux. Moi, je suis un peu déçu, mais bon, c'est. Tu vas lui mettre quelle note? Franchement. Attendez. En fait, note bien. Hein. Ce film-là, je l'ai noté, alors parce que je l'avais vu, on l'a vu bien avant. Je l'avais noté par rapport à des films que j'avais déjà vus. Je n'avais pas mis une très bonne note, mais il y a Doctor Strange 2 qui arrive derrière. Non mais t'es grave. Donc en fait, je voulais lui mettre 2. Attends, à Casta va y avoir un. Non, parce que t'es insupportable. Je voulais lui mettre 2, mais je pense que je vais lui mettre un 3 quand même parce qu'il y a Nicolas Cage. Tu mets un 2 à Doctor Strange. T'es vraiment un rat. Non, attends, il n'y a pas la note. Hein. N'hésitez pas à interagir sur le chat. Celles et ceux et toi, ta note, là, t'as pas dit? Eh ben oui, moi je lui mets un 3 aussi. Un 3. Pardon, moi je lui mets un 3 sur 5. Et alors pourquoi je mets pas de 4? Je mets pas de 4 parce que du coup, les films méta, c'est pas que j'ai du mal. J'aime bien, mais ça me fait pas les petits papillons dans le ventre. Bah, c'est surtout quand t'es pas... Ouais. Et je pense qu'il me manquait un élément. Je savais qu'il me manquait un élément pour complètement saisir tout l'intérêt du film. Vu que t'étais mais pas à fond de la sur faute Nicolas du film, Cage, je pense que... En réel, je lui mets 4. Tu vois. Sur l'ensemble, je lui mettrais 3. En réel, ouais, pas fou. Mais quand même. sur l'ensemble, je lui mettrais 3. Parce que... Voilà, mais en réel, je lui mets 4. Donc moi, je lui mets 3. Je lui mets 3 sur 5, mais je lui mets un bon gros 3 bien gras là. Bien senti. Bien mangé du fast-food, bu de l'ice tea, du coca, avec du beurre et de la chantilly. Tu vois, un bon gros 3. On n'est pas sur du 4, mais son 3, il l'a clairement pas volé et certainement pas en dessous. Non, moi, ça serait un petit 3, mais vraiment léger. Hein. Oh, t'es vraiment un chien de lac. Et le film numéro 2, et tiens donc, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qu'on va appeler Doctor Strange 2 parce qu'on va pas se faire mal à la tête, qui est le film de... Et je laisse Raven continuer. De Sam Raimi, réalisateur des 3 premiers Spider-Man au cinéma. Alors il y avait un Spider-Man avant, mais il était pété. Il y a Evil Dead, les 3 Evil Dead, Drive Me to Hell aussi, puis d'autres films. Hein. Allez voir sa filmographie, tous ces films sont géniaux. Même Spider-Man 3. Même Doctor Strange 2. On y reviendra. Sale rave. Donc voilà, au scénario, il y a tous ces gens-là parce que ce n'est pas Sam Raimi qui devait réaliser le film, c'était Scott Derrickson, le premier réalisateur du premier film qui est parti pour divergence artistique en même temps que le scénariste du premier film qui devait bosser sur ce deuxième film. Donc c'est une réalisation assurée qu'on a récupérée avec un scénario assuré qu'on a récupéré avec une production Disney Marvel. Un beau bordel, avec Benedict Cumberbatch qui revient pour Doctor Strange, Elizabeth Olsen qui revient pour Wanda Maximoff, Chiwetel Ejiofor qui revient pour Mordo, Benedict Wong qui revient pour Wong. Après il y a Xochitl Gomez, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg, Sheila Hatim, et je pense pas qu'on va aller plus bas parce que ça pourrait spoiler certains personnages, je pense. Donc on va se contenter de ça, c'est plutôt pas mal. Doctor Strange 2 se place dans la continuité de tous les films et séries du MCU, notamment la série WandaVision qui est sortie sur Disney+ au mois de juin 2021. À quoi fait écho Doctor Strange en dehors de faire la suite directe à WandaVision et bien sûr au film Spider-Man No Way Home, bien que finalement les liens entre Doctor Strange 2 et Spider-Man No Way Home seraient presque anecdotiques. Mais ils y sont. Il raconte l'histoire du Docteur Steve Strange qui, après, bon, voilà, ce qu'il a fait dans Spider-Man No Way Home, retourne tranquillement dans son New York natal et il va gentiment assister à un événement. Sauf que cet événement va être perturbé par un rêve qu'il a fait, un rêve particulier dont je ne vais pas dévoiler la consistance, et un personnage féminin du nom de America Chavez va sauver un personnage féminin du nom de America Chavez d'une sorte de démon qui l'attaque en pleine rue dans New York, et il est accompagné de Wong et il faut qu'il sache le pourquoi America Chavez essayait d'échapper à un démon et qu'elle n'était pas dans leur dimension parce que oui, elle vient d'une autre réalité, un peu comme tout le monde. Et là va s'en suivre du coup une péripétie où un antagoniste qui ne va pas vous surprendre va émerger, puisque en fait America Chavez a un pouvoir particulier
qui est jalousé par quelqu'un en particulier, et donc Steve Strange va devoir faire un chemin initiatique pendant ce film, où il va devoir se poser les questions de qui il était avant, ce vers quoi il tend maintenant, et en fait, le personnage présent va devoir lui apporter ces réponses-là tout au long du film vis-à-vis de l'antagoniste qui les affronteront ensemble, le tout chapeauté par une réalisation en partie maîtrisée par Sam Raimi ou Rémi Sam, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Rémi Sam. J'ai essayé d'être le moins spoilant possible ça va. sur le film. Par contre, là, on va quand même mettre ça. Hein. Il est où d'ailleurs? Ah oui, spoiler alerte, il y a des chances qu'à un moment donné, si vous n'avez pas vu le film, on puisse, malgré nous, dire des choses parce qu'on va être obligé de parler de certains éléments du film. Parce qu'on spoile pas quand on fait les débris films, mais là, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles on va devoir revenir parce qu'il faut faire le lien avec le comics. Parce qu'il faut avoir vu WandaVision, mais il faut quand même avoir vu les 2 derniers Avengers aussi, et puis accessoirement le dernier Spider-Man. Et aussi beaucoup de films du MCU, et pas notamment ceux qui sont dans la timeline du MCU, bien que les personnages soient célèbres et connus, il y a des choses à côté desquelles vous pourrez passer, et d'ailleurs il y a un des acteurs qui est dans The Office. Oui. Je savais pas, je l'ai pas reconnu, c'est mon petit frère qui me l'a dit. Je crois que c'est toi qui me l'as dit en plus. Oui, bah c'est mon petit frère qui me l'avait dit. Alors, ce film, au niveau de la réalisation, Raven... C'est pas fou. Oh, mais t'es vraiment un bâtard. Non, en vrai, le problème avec ce film-là, c'est que d'un côté, on a une grosse machinerie qui est le MCU, avec un cahier des charges donné sur pratiquement depuis 28 films, c'est ça? C'est le 28e film, je crois. Ah oui. 28 ou 27 j'ai vu films. une infographie avec tous les films, tous les gros titres, et tu sais, avec les croix vertes pour dire ça, vu. J'ai vu le truc, il est immense. Il est énorme, immense. 27 ou 28 films. Plus ceux à venir, c'est-à-dire qu'il ceux à venir. Voilà, il y a tout ça. Et en fait, donc, on a la machinerie du MCU avec son cahier des charges qu'il faut pour le box-office Marvel, quoi. Et derrière, on a un auteur qui est auteur film d'horreur, film de genre, indé, qui s'entrechoque. Donc, bon, même si Sam Raimi a quand même fait un pas dans les blockbusters avec les Spider-Man ou avec le Magicien d'Oz, même s'il a déjà quelques expériences, il se fait quand même bouffer par le gros MCU Disney. Hein. Alors pourquoi il a accepté ça alors que Scott Derrickson, qui est un réalisateur un petit peu moins bien que lui pour ma part, mais qui n'est pas mauvais, j'aime bien Scott Derrickson quand même, est parti pour divergence artistique, je sais pas s'il existe des interviews de Sam Raimi qui parlent de ça. Bref, on a le style un petit peu de Sam Raimi dans le film, on a le style horrifique, on voit qu'il a ramené sa patte sur le film, clairement il a ramené sa patte vraiment sur un film Marvel. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas ou qu'on n'a peut-être jamais vu dans un film Marvel qu'on voit là-dedans, mais c'est vraiment des bribes où en fait il y a des trucs où c'est vraiment des petites scènes où on se fait putain, ça c'est Sam Raimi quoi. Des petites scènes. Ouais, il y a vraiment des petites scènes. Alors il y a des idées. Là je parle vraiment des scènes de réalisation, des idées, oui certes, qui est spoilé dans la bande-annonce d'ailleurs, hein. Une grosse idée donc à la fin bien sûr, hein. Génial, qui est spoilé dans la bande-annonce, et merci les bandes-annonces. Je l'avais pas vu. Des idées sont de Sam Raimi. Alors, je sais pas si intégralement ils sont de Sam Raimi, parce que ils étaient quand même dans le comics, certaines étaient quand même dans le comics. Hein. Donc, est-ce que faire venir Sam Raimi à débloquer les scénaristes pour ramener des objets des idées un peu controversées dans un blockbuster Marvel sur ce film-là, peut-être que c'est ça qui a débloqué le truc. Mais moi, je parle vraiment de réalisation, de style de réalisation. C'est vraiment des petites parties où on voit, ça, c'est un plan de Sam Raimi, ça, c'est une idée de Sam Raimi. Mais il y a beaucoup de trucs, et ça, il y est dans le comment dire, l'apparition de Bruce Campbell, qui fait une apparition. Il faut savoir que dans tout les films de Sam Raimi, il y a sa voiture, là il y avait sa voiture aussi, et Bruce Campbell qui fait une apparition. Dans les 3 Spider-Man, les premiers, il y a Bruce Campbell qui fait une apparition. Dans le premier, je crois que c'est celui qui s'occupe de la cage de catch, tu sais, quand il va faire de la boxe, tu vois. C'est celui qui le présente. Il y en a un autre où c'est celui qui joue un marchand de glace et tout. Enfin bref. Ouais. Dans tous ces films, Bruce Campbell est là parce que, en fait, Bruce Campbell, c'est un grand ami de Sam Raimi et c'est avec lui qu'ils ont réalisé, avec lui qu'il a commencé Evil Dead et tout ça. Et pour moi, c'est vraiment genre en mode, parce que là, en fait, tout simplement, Bruce Campbell refait une scène d'Evil Dead, tout simplement. Hein. C'est quand le docteur il arrive et il l'ensorcelle, c'est une scène d'Evil Dead. Oui, je sais que dans Evil Dead, il y a un moment donné où il est. Ouais. Et il y a plein de mouvements de caméra qui sont
pratiquement des mouvements de caméra de Evil Dead. Et c'est en mode, j'ai peur que, tu sais, c'est en mode, la production a dit, hey, tu sais, Sam Raimi, Evil Dead, refais-nous des trucs que tu faisais dans Evil Dead, tu vois, refais-nous des trucs comme ça. Et alors, je l'ai vu qu'après coup, parce qu'il y a vraiment... Enfin, c'est compliqué. Parce que ça fait 9 ans qu'on n'a pas eu de film de Sam Raimi. 9 ans. Tu vois, c'est dur. Sam Raimi est un putain de réalisateur. Ça fait chier qu'il passe par là pour qu'on voit un nouveau film, mais ça fait plaisir de voir des plans de Sam Raimi dans un film. Et j'étais content. J'étais vraiment content. Mais j'étais vénère quand même à la fin parce que pas assez de Sam Raimi. Parce que c'est deux gros trucs, deux gros univers qui ne s'imbriquent pas ensemble. Ça ne va pas en fait. Moi je te parle vraiment dans la réalisation parce que c'est pas lui qui est au scénario, donc on peut pas incomber le scénario à Sam Raimi. Mais dans la réalisation, il y a des trucs qui fonctionnent pas parce que on a des réminiscences du cahier des charges, comme je dis, du MCU, qui sont là pour faire rigoler, qui sont là des trucs potages, ils sont là. Rigoler pas trop. Hein. Il y a pas mal de blagues quand même qui sont un peu connes, tu vois. Mais le truc de, ça y est, c'est Doctor Strange. On vous met dans un multivers, vous allez découvrir le multivers, on vous l'a lancé un peu dans WandaVision, dans Loki et dans Spider-Man. Là, vous allez le voir. Ok, un multivers où il y a des plantes sur des immeubles, où quand tu passes au feu rouge, faut que ça soit rouge, quoi. Putain, vous êtes sérieux, là ? C'était dur. Vous êtes sérieux ? C'était dur. Surtout que tu passes dans un truc, enfin, comme un peu dans le 1, où tu passes dans les réalités, et tu vois des réalités, tu fais, mais putain, montrez-nous ça a l'air d'être complètement dingue, tu vois, c'est fou. Enfin, il y a toujours ce truc là dans Doctor Strange que j'avais aimé dans le premier, le truc de réalité qui se casse et tout ça j'aime bien, tu vois, dans Doctor Strange. Et là c'est pareil, mais c'est la frustration de on te le montre mais on n'y va pas, et après on te montre dans un truc où c'est comme chez nous, mais pareil comme chez nous, sauf qu'il y a des plantes sur des immeubles et tu traverses au rouge. Vous êtes sérieux là ? Ça c'est le multivers, tu te fous de ma gueule. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le développement de WandaVision. Mais je pense que tu rates quelque chose si tu vois pas la série, par contre. Bon, après, tu vas me dire que maintenant, aujourd'hui, c'est acté. Les films du MCU sont une grosse série. Hein. Donc, quand tu vas voir un film du MCU, tu sais que va quand même te falloir un petit background derrière. Pour moi, c'est un défaut du film. Mais après, maintenant, ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça. Donc, peut pas arriver et dire c'est un défaut, j'aime pas. Ouais, mais mec, c'est de 28 films, tu sais de quoi ça parle, tu sais de quoi ça y retourne, tu peux pas reprocher ça comme ça, tu vois. On va pas se le cacher, le scénario, il sait pas où il va. Hein. Il sait pas où il va. Il sait pas comment il fonctionne, surtout. Je vais pas rentrer trop dedans parce que je risque de spoiler certaines scènes, mais c'est en mode, voilà comment mon univers fonctionne dans le 1. Alors déjà, il te le casse un peu dans les Avengers, mais dans le 2, c'est en mode ok, donc tu nous as mis des bases, mais tes bases dans le deuxième film de Doctor Strange, la moitié ne servent plus parce qu'en fait scénaristiquement ça ne te plaît pas et tu peux pas faire des trucs en fait si tu récupères ces bases là et tu te dis mais attends non faut que je les change, donc ça a ni queue ni tête. Et il y a le même que je t'ai montré. Ouais, faut que je le mette. Je suis désolé, attends. Alors, j'espère que vous le voyez, ouais. J'espère qu'il y a le son, on va voir. C'est pas bien tuer les gens parce que après ils sont morts. C'est pas bien tuer les gens parce que après ils sont morts. Voilà. Merci, Casta. Doctor Strange qui essaie de raisonner Wanda. Et en fait, le scénario, c'est un peu ça, en fait. C'est cette scène-là, mais quand je l'ai vu, parce qu'à un moment, vraiment, alors, c'est pas dit textuellement, mais vraiment, en fait, Doctor Strange doit raisonner Wanda. Et en fait, c'est à peu près ça qui se passe, quoi. Il y a Wong, alors je vais mettre ça encore, il y a Wong qui lui dit choisis bien tes mots. Il y va. Et pas texto, mais en gros, il lui dit ça. Oh, tu sais, c'est pas bien de tuer les gens, hein, faut pas. Et elle lui fait va te faire foutre. Ok. Et il se dit mais j'ai fait mais quoi? La justification de merde pour avoir une scène d'action après, quoi. Et la plupart du temps dans le film, c'est ça le scénario, en fait, pour faire avancer l'intrigue, quoi. Et le truc qui est dommage, le personnage que t'as parlé, American Chavez, n'est pas du tout développé, en fait. Elle est mise là au début, tu fais putain, c'est intéressant, j'aime bien, et après elle est abandonnée. Mais pour revenir à la fin, logique, mais tout le long, elle n'est pas développée. Et le développement de Doctor Strange dans le film, c'est en mode... alors je vous spoil, mais le développement de Doctor Strange dans le film, c'est en mode...
ah bah en fait, mon ex-femme avait pas de moi, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Moi, franchement, c'est ça. Non, moi, je pense que tu fais pas du tout d'effort quand tu regardes des films Marvel. Non. Là, vraiment, c'était Sam Raimi. J'y suis allé en mode, ok, je donne une chance. Vraiment. Et franchement, honnêtement, moi, le film, je me suis pas ennuyé tout le long, mais pas du tout. Moi, j'ai été plus que. Moi, je l'ai trouvé un peu long. Je l'ai trouvé violent, j'ai trouvé ça cool. Alors ça c'est une des parties de Sam Raimi qui est cool. J'ai trouvé ça, le fait qu'il soit violent, j'ai trouvé ça cool. Alors les histoires avec Wanda, bah moi Wanda c'est un des personnages, je trouve même limite qu'elle vole la vedette à Steve Strange. Ah mais clairement, je l'ai pas dit, mais c'est pas Doctor Strange, c'est le film de Wanda. Ouais. Clairement, c'est le film de Wanda Vision. Donc c'est le film de Wanda Maximoff. Donc oui, effectivement, il est presque anecdotique, Benedict Cumberbatch, même si dans ce qu'on lui demande de jouer, il le joue très bien. Hein. Oui, c'était. Mais les deux Cumberbatch et puis Wong. Olsen, mais j'ai plus son nom. Elisabeth, je crois, sont de très bons acteurs dedans. Oh. Pardonnez-moi. Et non, j'ai trouvé justement la scène que tu dis où il dit faut pas tuer les gens parce qu'après ils sont morts. Je sais comment il l'amène, je sais plus c'est quoi les mots exacts. C'est à peu près non, ça. t'es de mauvaise foi. Faut que je le revoie, mais en fait, il lui dit un truc, mais on va pas le dire parce que ça va dévoiler un gros truc de l'enjeu de Wanda et de Doctor Strange. Mais il lui dit la motivation de Wanda. Il fait, tu sais, faut pas que tu fasses ça parce que tu vas tuer énormément de gens. C'est un peu ça qu'il lui dit. Oui, voilà, il dit un truc comme ça. Et elle lui fait, j'en ai rien à foutre des gens. Non, mais voilà, parce qu'elle poursuit un but. Vous avez compris, l'antagoniste de ce film, c'est Wanda. Alors, il y a Kassa qui dit, non pas pour montrer que Strange essaie de raisonner Wanda, mais pour montrer que Wanda, c'était pas le mal incarné, que de son point de vue, elle faisait le moins de mal possible pour atteindre son but. Et là, je suis d'accord avec lui. Oui, parce que justement, elle est en négociation à ce moment-là. Et même c'est très mal réalisé, c'est très mal scénarisé, ça, ce moment-là. Tu vois ça avec ton réalisateur préféré. Non, mais c'est pas lui qui fait le scénario, surtout. C'est quand même lui qui réalise. Oui. Parce qu'il y a des séries du MCU qui marchent pas tant que ça. Et je pense que des films, mine de rien, Shang-Chi, essoufflage, Éternel, essoufflage, et pourtant Éternel était plus que correct. Et Éternel, ils ont commencé à vouloir un petit peu changer de leur fusil d'épaule. Et en plus, ça, ce qui est teasé à la fin d'Éternel te fait voir, en tous les cas, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau avec le MCU. Kevin Feige est parti voir ce qui va se passer sur les 10 prochaines années sur les productions qu'il y a au MCU. Ce film-là, on a surtout relevé donc qu'il n'y avait pas d'humour potage tout du long et qu'il était un peu plus adulte sur certains aspects. Ce pourquoi She-Hulk se fait démembrer sur Internet, c'est qu'on le trouve un peu trop potage et un peu trop poète, on va rigoler. Et moche aussi. Et pas très beau, mais ça, encore une fois, le film n'est pas terminé. Et du coup, ce que ce film-là amène et qui est cool, c'est que peut-être que là, tu vois, on va arriver à un stade où Marvel et Disney vont être obligés de faire un choix s'ils veulent continuer de vendre leurs produits. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer que les super-héros, si tu veux maintenant que ça fonctionne, il va falloir sortir des carcans que tu as construits pendant plus de 10 ans et commencer à proposer autre chose aux gens. Est-ce que tu penses qu'ils vont comprendre ça ? Écoute-moi bien, c'est pas eux qui vont le comprendre parce que leur film Shang-Chi, il s'est pas bien vendu. Oui. Les Éternels, il s'est pas bien vendu. Et pourtant, ils ont signé des contrats avec des monstres, des sommes d'argent monstrueuses. Mais après, ils n'avaient pas de réalisateur de la taille de Sam Raimi derrière ces films-là. Mais je pense qu'arrivé à un moment donné, ils vont plus avoir le choix parce que s'ils veulent toujours faire l'économie du réal, ils se mettent dans la tête des producteurs. Mais c'est pas l'économie du réal. Si, c'est que ça coûte cher avoir un Sam Raimi plutôt que d'avoir les frères. C'est sûr, mais en fait, c'est plus. Alors, il y a l'économie du réal, mais c'est plus aussi avoir un réal qu'on peut modeler. Ouais, mais à un moment donné, même si tu veux modeler le réal parce qu'encore une fois, hein, moi, ce qui m'a déçu dans ce Doctor Strange là, parce que moi je l'ai trouvé très bon en tous les cas, dans la trame des films du MCU, c'est un des films qui m'a le plus surpris en tous les cas, dans lequel je me suis moins embêté. Ce qui m'a vraiment déçu dans ce Doctor Strange là, notamment avec les deux scènes post-génériques, une qui est utile à l'histoire du MCU et une la deuxième qu'on pourra spoiler qui est un troll ouvert de Sam Raimi, tu vois. Merci. Ce que tu m'as dit. Mais voilà, tu vois, il y a un personnage qu'on a vu auparavant. Je savais qu'il n'allait pas apparaître avant tel film, mais je trouvais dommage que à ce moment-là précis, tu fasses pas de lien direct avec lui, alors que dans la série WandaVision, à un moment donné, il existe et on ne le sait qu'en regardant Loki, tu vois. Et là, c'est dommage. Là, encore une fois, c'est le même problème que quand je t'avais parlé sur Spider-Man. En plus, sur Spider-Man, c'était pas le titre, mais on te le teasait, le multivers. Là, c'est le titre, c'est Multiverse Madness, mais le multivers, n'allez pas le chercher dans ce film-là. C'est même pas le problème. Il n'est pas là. C'est même pas que. Il n'est pas développé. On parle pas de la version d'un multivers qui est développé,
qui est pour moi une hérésie et complètement C'est même pas qu'il nulle. est pas développé. Moi, à la rigueur, le reproche que je peux faire au film, c'est que il va falloir à un moment donné la démarrer cette phase 4. Mais c'est exactement ce que je dis là. Voilà. Tu veux faire ta phase 4 sur le multivers, tu l'as lancé. Alors je veux bien que les gens ne regardent pas les séries, tu vois. Mais tu l'as lancé avec Loki et Wanda, un petit peu moins avec Wanda, mais quand même, il y a quand même l'amorce de dans Wanda, mais beaucoup avec Loki, et tu l'as quand même lancé avec Spider-Man. Putain, tu reprends un autre film qui dure 2h10 mais tu mets un petit pied dedans, mais tu le plonges pas encore. Non, mais c'est... Au bout d'un moment... C'est ça qui est rageant pour le coup avec Disney, je suis d'accord avec toi, c'est que là, je pense que ce film-là, c'est un point de saturation où certes il est salué par la critique, certes il fonctionne bien au cinéma, donc peut-être tant mieux, peut-être que le côté horrifique ou peut-être le côté un peu sombre, on va être un peu moins regardant, on va le laisser. Par contre là, moi, alors que j'ai toujours défendu vos intérêts Marvel, hein, vraiment, et j'ai... le parti à côté de moi, il est très compliqué, hein. Faut savoir que c'est des grosses prises de bec quand on sort du cinéma. Mais là, honnêtement, c'est comme si tu veux défendre quelqu'un, il fait tout le temps déconner, tu dis, mais non, il est pas mauvais dans le fond, mais non, il est pas mauvais dans le fond. Et tu sais, et puis derrière toi, il fait tomber un truc, et t'es tellement, à un moment donné, tu sais, à chaque fois, tu trouves des circonstances atténuantes. Oui, mais il fait ça parce que, oui, mais tu laisses pas le temps de, mais là, arrivé à un moment donné, laissé le temps, Marvel, vous me mettez dans une situation plus qu'inconfortable parce que je vous ai défendu face à lui pendant longtemps. C'est vraiment depuis Avengers 1, donc 2012. Ouais, ça date, ouais. Donc ça fait non, 2012. Mais non, mais si, arrête. Bon, et Castagnol dit ouais, mais si tu veux lancer l'intrigue de la phase 4 direct, t'as plus rien sous le pied. Bah non, si. Enfin, je suis désolé, putain de merde. On connaît les comics, il connaît les comics et les guerres secrètes. En multivers, t'as même pas, ils le savent, ils l'ont fait avec What If, t'as même pas besoin de te faire sur un support comics, lance ton truc, tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi tu te brides à ce point-là, putain de merde? Alors, et ça, pour moi, le problème, c'est le format du film. C'est qu'ils ont compris qu'au bout d'un moment, un film, c'est un film, tu vois, et que là, il va falloir qu'ils transforment leur film en gros épisode de série, tu vois, pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Moi, personnellement, je pense... Le problème, moi, alors, franchement, Doctor Strange, dès le début, j'ai kiffé. La scène d'ouverture est cool, les scènes d'action, je les ai trouvées jolies, les couleurs, c'était ouf. C'est là où tu vois qu'il y a un bon réalisateur dedans, parce que c'est fluide et ça marche. C'est vrai. Et l'affrontement avec les Illuminati, moi, j'ai kiffé. Lui, c'est de la merde. Lui, beaucoup moins. Moi, j'ai beaucoup aimé l'affrontement avec les Illuminati. J'ai aimé quand ils sont arrivés. Ah, par contre, l'arrivée des Illuminati est assez ouf. Et même, il y a une hype qui est construite. Mais là, je pense que en plus, je sais que Marvel, Kevin Feige et tout, vous ne regardez pas du tout nos débris films. Mais il va falloir nous lâcher la réal parce que là, je pense, tu sais quoi, le public parlera mieux que nous. Parce que si le MCU ne devient plus rentable, eh ben, il va falloir virer Kevin Feige. Le problème que Marvel va rencontrer après ce film, c'est qu'il va y avoir un avant et un après ce film. Ils vont diviser leur public en deux. Ouais. Ceux qui veulent et je crois savoir que vu les retours qu'on a sur Twitter et vu les retours positifs qu'on a eu sur Moon Knight, eh ben les gens veulent de plus en plus quelque chose de viscéral, quelque chose qui tape, quelque chose qui est marquant, et que les trucs un peu rondouillets, un peu voilà, ça passe partout, c'est mignon, ça va être de moins en moins apprécié. Et je crois savoir que là, Disney va falloir faire des choix. J'ose espérer que vous faites les bons choix, parce que là sur Doctor Strange, je vous réaccorde une excellente note, mais face à lui, je n'aurai pas la garantie. Alors, je sais pas quel est le prochain film, je crois que c'est The Marvels. Mais moi, faut te dire, hein, non, c'est Thor. C'est Thor. Oh, putain, ouais, c'est Thor. Alors, et c'est Waititi. Ouais, je sais, mais bon. Alors, sur le prochain film, clairement, vraiment, j'annonce là, aujourd'hui à ce débriefing, et on le débriefingera le prochain film. Je pense vraiment que, moi, alors, j'avoue, c'est Thor. Le fait que j'ai aimé Thor 3 et que j'aime beaucoup le travail de Waititi. Moi, alors, on vous spoil la scène post-générique, mais de la toute fin, qui ne change rien, c'est Bruce Campbell face à la caméra, qui regarde la caméra, qui dit « c'est fini ». À ce moment-là, c'est fini, les lumières se rallument et tout. Je me fais « ouais, grave, t'as raison, c'est fini pour moi, le MCU ». Et c'est Bruce Campbell qui me le dit, tu vois. Dis ça à chaque genre fois, Bruce Campbell, j'arrive à te retraîner dans c'est Bruce Campbell qui, à la fin du film de Sam Raimi, me dit « c'est fini ». Mais moi, c'était un message. Moi, Bruce Campbell, il me parlait à moi à ce moment-là. Pas, arrête. Et il m'a dit Raven, c'est fini le MCU. Non. Et j'ai fait oui, t'as raison, tout à fait. Si Sam Raimi ne peut même pas relever le niveau d'un film du MCU, c'est faux, t'es mauvaise langue parce que t'es un sale écrit de merde comme d'habitude. Mais honnêtement, et la Marvel vous fait chier. Non. Tu veux pas dire. Franchement, je crois que c'est l'une des meilleures, un film de meilleure facture qu'on ait eu depuis. Bah, c'est triste.
Bah, tu vois, il y a eu Les Éternels, il y a eu celui-là, il y a eu Thor 3, il y a eu Infinity War. Alors, Thor 3, il est drôle. Il est drôle, mais parce qu'il prenait... Enfin, Thor 3 n'est pas un bon film. Mais il est sympa et drôle. Alors, j'ai défendu en disant, oui, mais les gens, tu sais, quand ils payent, ils vont voir un Marvel. Mais là, ça va devenir indigeste. Ça, même moi, qui suis client, même sur Thor, j'ai vu la bande-annonce avec lui pendant un GRS. On peut revenir à ça, ça tient ses promesses quand même. Pour moi, pas du tout. Ça ramène du monde aux comics, pas tant que ça. Hein. Faut pas croire que ça vend des comics à toute patate. Ça réédite des comics sur des noms des films. Il y a un omnibus de Doctor Strange qui est sorti. Je pense pas que... Allez, la moitié du public qui allait voir Doctor Strange et qui a kiffé Doctor Strange va aller acheter un omnibus à 60 balles. Ça m'étonnerait fortement. Pareil pour l'omnibus de She-Hulk qui va arriver là. Moi, je pense pas que ça aide à vendre des comics. Ça aide à rééditer des comics. Oui. Alors, il y a sûrement, ouais, je suis content, il y a sûrement des petites hausses quand même dans leur vente, mais faut pas croire, là en ce moment, et ça fait déjà un petit moment chez DC et chez Marvel Comics, les ventes des comics ne sont pas fous, et c'est pas pour rien qu'ils ont arrêté de publier des comics dans les kiosques. Hein. Sony a fait mieux avec Spider-Man Into the Spider-Verse. En un film, il t'a incorporé le multiverse en mode chiant. Magistral. Ouais, on peut pas en avoir en même temps, il va y avoir... Ouais, bah les couilles, les What If, merde. Ouais, oui, d'ailleurs, il y a une dédicace à What If dans le film de Doctor Strange parce qu'il traverse la réalité de What If. Ouais. Alors là, c'est intéressant, je spoil, mais c'est intéressant parce qu'il traverse la réalité de What If, qui est un dessin animé. Et dans le film de Doctor Strange, tu vois des dessins animés. Donc l'univers dessin animé existe dans l'univers du MCU. Donc pourquoi un personnage dérivé de What If n'est pas en dessin animé dans Doctor Strange? C'est juste qu'il voulait pas se faire chier en mode... Je pense qu'il voulait pas se faire chier. C'est pas comme ça que ça... Pourquoi? C'est un peu ça que je te disais, où tu nous mets des bases d'un univers qui fonctionne comme ça, mais par la suite, vu que tu te rends compte que ces bases-là ne sont pas faites pour les fondations que tu vas faire plus tard, tu les casses. Donc ce qui fait que t'as un univers incohérent pendant tout le long du film. Marvel, vous allez prendre... Coucou Tizik. Marvel, moi je vous le dis clair, j'ai décidé de ma note. En sortie de salle, c'était 4 sur 5. Avec ce qu'il vient de dire. C'est trop haut. Avec ce qu'il vient de dire, effectivement, avec le recul maintenant, il est vrai que je peux clairement pas vous mettre, si je vous mets un 4 sur 5, ce serait pour le coup un peu ravenesque, donc de la mauvaise foi. Et je ne tiens pas à faire de ravenerie et à être de mauvaise foi. C'est lui qui a le monopole de la mauvaise foi, oui. Ce qui est cool, quand même, faut le dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup de films IMAX 3D qui sortent, et on a pu voir la bande-annonce d'Avatar 2. Donc, c'était trop bien. Qui m'a pas enjaillé. Mais ouais, je vais pas lui mettre un 4 finalement, je vais lui mettre un 3. Et là, Marvel, je vais aller voir Thor avec lui. Même s'il a dit. Bon. Même si Bruce Campbell a dit c'est fini. Je veux aller voir Thor. J'y crois. Moi, j'y crois pas du tout à Thor, même si c'est Waititi derrière. J'y crois pas à votre Thor. Mais vraiment, si votre Thor est médiocre. Moi, je vous le dis, hein, maintenant, je vais arrêter d'aller voir les films du MCU. Donc, si je vais le voir, c'est qu'il m'a séquestré. Hein. Je vais l'emmener voir Raven. Mais clairement, si à la fin de votre Thor, je suis pas chaud, j'écouterai Raven. Lui, il a écouté Bruce Campbell. Je regarderai Raven à la fin de la séance. C'est fini. Et quand je lui dirai c'était de la merde ou c'était trop cool, en fonction de ce que je vais lui dire, il va me dire. Et il va me dire c'est fini. C'est fini. Et ce sera fini. Moi, je voulais mettre 2. Mais je mets 3 parce que Sam Raimi, parce que ça fait 9 ans qu'on n'a pas eu de film de Sam Raimi. Mais c'est un tout petit 3. C'est un tout petit 3. C'est le 3 qu'on trouve dans les tout petites robes de scène où on voit que c'est Sam Raimi, tu vois. Ou quand on voit les mouvements de caméra, les portes qui claquent, l'œil du monstre sortir, tu vois. Ça, tu fais ça, c'est Sam Raimi, tu vois. Et là, tu fais putain, je suis un peu content. Mais en fait, tu t'es content triste parce que le film est pas terrible, mais t'as une réalisation maîtrisée derrière qui te rappelle des trucs que tu kiffais chez Sam Raimi. Il faudrait que Disney laisse vraiment, même si je sais qu'ils le feront pas, la créativité aux réalisateurs. Même des réalisateurs pas connus en fait, on s'en fout que les réalisateurs soient connus. Bon, je pense qu'on va pouvoir clore parce que là on peut conclure. Il fait trop chaud. Donc, le premier film, c'est Un talent d'or massif de Nicolas Cage, auquel je lui attribue la note de 3 et il lui attribue la note de 3. Il est un peu déçu quand on connaît la filmographie de Nicolas Cage parce qu'on sait que Nicky peut aller plus loin que ça et que des fois le film ne se répond pas bien dans certaines scènes et surtout dans certains choix scénaristiques puisqu'il a eu une production chaotique. Mais en tous les cas, on salue ce genre de film méta et moi qui ne regarde pas Nicolas Cage, j'ai plutôt aimé, j'étais plutôt client de ça et ça m'a fait plaisir de l'entendre rigoler au cinéma.
Et vraiment, un gros 3 pour moi, un petit 3 pour lui. Et on continue sur la lignée alors là, c'est 2 petits 3 et même un Rikiki 3. Je pourrais même dire un Sam Raimi sur 5. Un Sam Raimi sur 5. Voilà, de Doctor Strange Multiverse of Madness, qui est certes beau par certains choix de réalisation de Sam Raimi. Le côté horrifique marche très bien. Il y a des trucs qui marchent pas très bien. C'est la suite directe de WandaVision. Si vous ne l'avez pas vu, vous allez passer à côté de quelque chose d'énorme dans le film. Là, Disney, vous prenez un 3 de notre côté, mais là, ça va être maintenant, à partir de maintenant, s'il n'y a pas de prise de risque et de parti pris dans les prochains films, ça va être excessivement difficile de vous défendre face à lui et face au peuple. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à toi, Raven, d'avoir participé. Et n'oubliez pas, qu'on se retrouve la semaine prochaine, qu'il est important de casser des réalités. Même s'il fait chaud, on vous dit à bientôt sur la BDR TV et buvez de l'eau. Et buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau.